Merci beaucoup. Alors j'avais préparé une conférence de 25 minutes sur le sujet « Repenser la laïcité pour le XXIe siècle ». Et puis j'ai appris qu'il fallait se tenir à 12 minutes. Alors j'ai passé 2 jours à essayer de rogner la moitié de ma conférence et j'ai réussi à faire un texte complètement incompréhensible. Alors j'ai envoyé promener ma conférence, me disant que j'ai écrit assez de textes que tout le monde peut lire en ligne, plus un livre, et je me suis souvenu, je vais vous faire voyager un petit peu aussi, je me suis souvenu de mon séjour cet automne aux États-Unis, à l'université de Princeton, où j'avais présenté une conférence de 40 minutes sur la laïcité. Et le collègue qui me recevait, le professeur Philippe Petit, avec 2 T, a trouvé un raccourci pour résumer à la fin les différences entre le modèle de la tolérance à l'anglo-saxonne et le modèle laïque. Il a dit, nous, les anglo-saxons, on commence par 1, eux, ils commencent par 0. Ça tient en quelques secondes. Et la question de la laïcité peut très bien être posée en réfléchissant à partir de ce raccourci. Car aujourd'hui, on a le choix, pour assurer la liberté de conscience, on a le choix en gros entre 2 grands modèles. Le modèle de la tolérance à l'anglo-saxonne s'interroge à partir de ce qui existe. Il y a différentes religions, différentes communautés. On essaye de les faire exister ensemble, de les fédérer. Et la plupart du temps, cette fédération s'appuie sur ce qu'il y a de commun. C'est l'idée que tous croient à quelque chose. Croyez à ce que vous voulez, mais croyez à quelque chose. Ou du moins à des valeurs. Et que sans ces valeurs, le lien politique ne peut pas être construit valablement. C'est le 1 de Philippe Petit. Le modèle de la laïcité, lui, commence par 0. Cela consiste à dire toutes les croyances, incroyances, positions, valeurs vont s'inscrire dans un espace qui les rend possibles, y compris celles qui n'existent pas. Pas encore, en tout cas, ici et maintenant. Et pour construire cet espace, il faut supposer que le lien politique est totalement étranger à tout autre lien, qu'il n'a pas besoin d'un modèle préalable de type religieux. Alors ça, c'est un modèle qu'on appelle le modèle laïque. Et pourtant, cette question n'a pas du tout été inventée par les Français au début du XXe siècle, comme on le croit. Ce n'est pas une question philosophiquement franco-française. Car le plus grand théoricien du régime de la tolérance, John Locke, l'avait vu dès 1689. John Locke dit en effet, on ne peut pas admettre les incroyants et les athées dans une association politique parce qu'ils ne sont pas fiables. Ils ne peuvent pas former de lien. À partir de là, la question fondamentale peut être formulée. Le lien politique a-t-il besoin du modèle de la croyance? Le lien religieux est-il le seul modèle pour construire la cité? Faut-il partir du 1 de la croyance? Alors Locke répondait oui. Il n'est pas laïque, mais il l'a vu. Il faut retourner la réponse. Pour obtenir la laïcité, non, il n'est pas nécessaire de croire à quoi que ce soit pour construire l'association politique. L'association politique commence avec elle-même. La loi n'a pas besoin du modèle de la foi, elle n'a même pas à lorgner sur une forme de croyance, on commence par 0. C'est un courant de la Révolution française qui a opéré ce retournement, alors même que le mot laïcité n'existait pas encore. Ce retournement est très riche et on peut en tirer une grande partie des propriétés du concept de laïcité. Alors je ne vais pas vous infliger la déduction de toutes ces conséquences, je m'en tiendrai à quelques rappels sommaires. D'abord, la laïcité est un minimalisme. On part de 0, et celui qui veut en rester à ce 0 le peut. Pas besoin de croire, pas besoin non plus de proclamer des valeurs, on peut faire la loi sans cela. On n'a pas besoin d'écrire sur nos billets de banque « In God we trust ». La puissance publique ne dit rien sur les croyances et les incroyances. Elle s'abstient aussi bien dans la loi que dans les discours qui sont tenus en son nom. Cette abstention s'applique partout où la constitution des droits est engagée, Assemblée nationale, locale, tribunaux, écoles publiques, j'en passe. C'est ce qu'on appelle à strictement parler le principe de laïcité. Mais ce principe de laïcité rend possible dans la société civile, dans la rue, dans les lieux publics, les transports, etc., l'application du principe de tolérance. Cela veut dire qu'on peut avoir la croyance ou l'incroyance qu'on veut, la manifester publiquement, pourvu que l'on respecte le droit commun. Par exemple, on a le droit d'organiser une procession religieuse.
On a le droit aussi de critiquer toute croyance, de la caricaturer, ou toute incroyance aussi, sans s'attirer les foudres d'une législation sur le blasphème ou sur la diffamation des religions. La loi est aveugle. Ainsi, le régime de laïcité combine deux principes, mais il fait du principe de tolérance un principe subordonné au principe de laïcité. On commence par zéro, par se mettre un bandeau sur les yeux du côté de la puissance publique pour rendre possible le déploiement 1, 2, 3, 4, etc. du côté de la société civile. Alors la laïcité n'est pas contraire aux religions ni aux relations communautaires. Elle s'oppose aux religions et aux communautés lorsque celles-ci veulent faire la loi. On en a vu quelques exemples éloquents. Une autre manière de le dire, en régime laïque, il n'y a pas d'obligation d'appartenance. On peut adhérer à une communauté, on peut en changer, on peut se soustraire à toute communauté pour n'être qu'un citoyen. La laïcité n'est pas non plus un courant de pensée au sens ordinaire du terme. Elle ne fait pas partie de l'énumération qu'elle rend possible. On peut être à la fois laïque et catholique, laïque et musulman, laïque et athée. En revanche, il y a une forme de religion à laquelle la laïcité est contraire, c'est la religion civile. La foi n'a pas à faire la loi, mais la loi n'a pas à se transformer en article de foi. On peut même déduire de ce point de départ deux principales déformations de la laïcité qui ont très bien été mises en lumière par Myriam tout à l'heure. Vouloir étendre le principe de tolérance partout, c'est vouloir donner aux communautés le pouvoir de faire la loi. Vouloir inversement appliquer le principe d'abstention partout, vouloir éradiquer toute manifestation, effectivement, c'est liberticide. J'en viens pour terminer à la question de la laïcité au XXIe siècle. Vous allez me dire que j'ai parlé du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais oui, j'ai essayé de montrer rapidement pourquoi on a intérêt à y remonter aujourd'hui pour repenser la laïcité. Du point de vue de ces concepts fondamentaux, la mise en place de la laïcité il y a un peu plus d'un siècle en France n'en a pas produit beaucoup de nouveaux. Pas beaucoup de nouveaux concepts. En revanche, cette installation a proposé une expérience historique et politique que je crois on doit méditer. Car la France de la fin du XIXe et du début du XXe siècle a dû installer la laïcité face non pas à un fort pluralisme religieux, mais face à une religion hégémonique qui faisait la loi et qui ne supportait aucune exception, qui régnait même sur les actes d'état civil. Autrement dit, les Français ont une riche expérience depuis la révocation de l'édit de Nantes de ce qu'on appellerait aujourd'hui un intégrisme religieux qui refait surface aujourd'hui partout. On l'a vu aussi. Mais il faut tout de même se demander pourquoi aujourd'hui le régime de laïcité est préférable au régime de tolérance. Le cœur politique de la différence entre le régime de tolérance et le régime de laïcité, c'est l'accès des communautés en tant que telles à l'autorité politique. Le régime de laïcité accorde des droits étendus à toutes les communautés, pourvu que cela ne contrarie pas le droit commun, mais ces droits sont civils. Aucune communauté en tant que telle ne peut se voir reconnaître un statut politique. La souveraineté réside dans les citoyens et leurs représentants élus, et les droits sont les mêmes pour tous. On ne peut pas imaginer, par exemple, que le pouvoir législatif ou exécutif soit distribué selon un quota communautaire. On ne peut pas imaginer que des représentants ès-qualité des communautés siègent dans des instances législatives ou exécutives, ce qui ne les empêche pas du tout de faire de la politique, de faire valoir leur point de vue comme citoyens. On ne peut pas imaginer que des citoyens doivent passer par des porte-paroles d'une communauté pour faire valoir leurs droits, ou que d'autres soient renvoyés à un droit personnel. Aucune communauté en tant que telle n'est admise à faire sa loi sur aucune portion du territoire, sur aucune portion des personnes qui vivent sur le territoire. Alors on pourra m'objecter qu'en régime de tolérance, quelle différence? Le droit de l'individu est préservé, même si les communautés jouissent d'une reconnaissance politique. Or, c'est justement là que, aujourd'hui, le bas blesse. Il se trouve que ce régime de tolérance a assez bien fonctionné et qu'il ne fonctionne plus du tout. Il ne fonctionne plus, on en voit les fissures partout. Cela ne fonctionne en effet qu'à la condition qu'existe un consensus dans lequel les communautés acceptent de ne pas imposer leurs lois comme exclusives et où elles acceptent de laisser leurs prétendus membres libres de dire et de faire ce qui est réprouvé par la communauté mais permis par la loi, par exemple d'épouser qui ils ou elles veulent, dire que Dieu n'existe pas ou dire que Dieu est idiot.
etc. Cela ne fonctionne que si elles acceptent que la critique puisse se déployer. Mais un dogmatisme intégriste n'est pas soluble dans la tolérance. De ce point de vue, le régime de laïcité est mieux armé parce qu'il monte la défense d'un cran plus haut. Il ne propose à aucun groupe un accès à l'autorité politique. Il n'en sacralise aucun. Il impose d'emblée cette amputation du pouvoir civil à toutes les communautés. Face à une religion hégémonique, disons que l'expérience historique française a acquis un certain savoir-faire qui peut servir. En régime laïque, une législation sur le blasphème ou qui placerait les religions au-dessus de toute critique est impensable. En outre, ce régime rend les citoyens très sensibles à la question de l'accès des communautés à l'autorité politique. Leur seuil de réaction à cette question est très bas, très chatouilleux. Et ce seuil très bas, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici et là, c'est pas du tout un signe d'intolérance, c'est au contraire le signe d'un profond attachement à la liberté et à la souveraineté des individus. Alors j'ai commencé mon exposé par Princeton, j'y retournerai pour finir, en évoquant cette fois non plus mon collègue professeur, mais les étudiants présents à la conférence, issus de très nombreux pays. C'était une conférence internationale un peu chic. Au cours du débat qui a suivi, eh bien ces étudiants, on a beaucoup discuté. Ils sont convenus que la laïcité n'est pas du tout une spécialité exotique à déguster avec modération et en prenant ses distances parce que ça pique, mais un véritable outil politique de liberté à la disposition de tous. Je vous remercie.